Bim 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 bom bom bom. 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 Bim bim. Mercredi 19 janvier 2022, la librairie Ombre Blanche recevait Antoine Jacotet, dirigeant et fondateur des éditions Le Bruit du Temps, et Gilles Ortlieb, poète, traducteur littéraire du grec, de l'allemand et de l'anglais, auteur d'une trentaine de livres chez Gallimard, Le Bruit du Temps, Le Temps qu'il fait, Finitude, entre autres. Ils étaient invités tous deux à présenter l'ouvrage Georges Séféris, Journée 1925-1944. Bonne écoute. Respiración como entra prisa le tibio y no puedo callar la razón. Bien, alors, nous allons entamer un... On va pas résumer ce livre. Hein. J'ai bien peur que non. Hein. On peut le présenter quand même. Vous parlerez dans le micro. Hein. D'accord. Alors, Antoine Jacotet, vous avez fait un peu de traduction. Oui, autrefois, un petit peu. Il y a longtemps, avant de passer de choisir l'édition pour vous établir près des choses que vous aimez, finalement. Oui, j'ai d'abord travaillé quand même chez des vrais éditeurs sérieux. Allez. Et puis ensuite, j'ai effectivement créé une petite maison où je pouvais publier les livres que vous vouliez. Que je voulais. Voilà. En 2008, donc ce Bruit du Temps. Et bon, on va pas tout de suite parler du Bruit du Temps, peut-être tout à l'heure si on peut. Et puis de toute façon, il faut garder un peu de salive pour demain matin parce que vous avez accepté ce que vous n'aimez peut-être pas trop, mais parler devant des étudiants. Donc demain, il y en a une cinquantaine. Hein. Voilà. Il eût été bon que certains d'entre eux viennent ce soir, mais peut-être ils ont eu peur de prendre un coup de soleil. Sait-on jamais. Voilà. Et Gilles Ortlieb, alors je précise que Antoine Jacotet, vous étiez déjà venu ici, notamment pour des écrits de Georges Limbourg, qui était aussi un très gros livre. Qui était aussi un très gros livre et qui a été écrit, rassemblé par quelqu'un qui désormais vit à côté de Toulouse et qui ce soir est prise d'un état grippal et donc, j'ai oublié de vous le dire, et qui elle me prie de l'excuser auprès de vous, décidément. Françoise Nicole, oui. Et Gilles Ortlieb, vous êtes aussi déjà venu. Oui. Et alors il y a un grand nombre de livres, alors je ne sais pas comment... Les genres, c'est toujours terrible. Des proses, des récits, de la poésie, depuis déjà longtemps. Et chez des éditeurs que vous aimez et qui, je pense, vous aiment, puisqu'il y en a notamment un dans la salle qui a fait quelques kilomètres pour venir vous voir et vous écouter. Donc vous avez beaucoup publié aux éditions Le Temps qu'il fait, chez Georges Monti, chez Finitude, chez Gallimard, ou peut-être vous c'est on là se que vous croisait parfois dans les couloirs. Voilà, c'est ça. Et puis bon, et au Bruit du Temps. Et chez Gallimard, je précise que les livres que vous avez publiés étaient dans la collection de Jean-Bertrand Pontalis, l'un et l'autre, et que c'était une collection formidable. Il était un homme magnifique. Voilà, je crois que c'était un très beau... Il était très particulier, un peu ironique. Un tantinet. Mais en même temps très attentif et profondément gentil. Vraiment profondément gentil. Et il fumait ses cigarettes... J'ai oublié la marque maintenant, mais c'était tout à fait interdit de fumer. Il est dans un bureau un petit peu encombré de papier et tout ça. Non, c'est quelqu'un qui manque parce qu'il était à la fois très présent et il avait une attitude parfois un peu comme ça, un peu instituteur. Mais c'était pour la bonne cause, quoi, pour la cause littéraire, je pense. Est-ce qu'on vous entend Je sais pas. Oui, c'est bon. Ça, peut-être. Ouais. Et puis vous traduisez du grec moderne, vous ne devez pas être finalement si nombreux à avoir choisi, à moins que ce soit la langue que vous avez choisi, ou vous avez choisi la langue On s'est coopté mutuellement, mais ça, c'est une histoire qui remonte à longtemps. Cela dit, on est quand même de plus en plus nombreux à traduire du grec moderne. À un moment donné,
on était assez peu. Je crois que la palette s'est élargie. Il n'y a pas que Michel Volkovitch. Maintenant, il y en a d'autres sur les rangs. Et mes choix de traduction sont... alors, ça va en effet de Séféris jusqu'à des auteurs contemporains ou des classiques comme Dionysios Solomos, qui n'est pas très connu en France, mais qui est très connu en Grèce. C'est comme ça... par affection successive, quoi. Il y a très peu de commandes. En général, les livres traduits et publiés, c'est parce que je les aimais et que voilà. L'histoire est assez simple. Et donc parmi eux, et notamment, et avec là un immense travail dont vous nous direz combien de temps il vous a pris, mais on imagine que la chose ne s'est pas faite sans mal. Donc il y a cet auteur, Georges Séféris, je vais faire juste quelques mots de présentation, parce que je vais vous laisser plancher quand même pour nous le présenter tous les deux. Donc c'est un auteur né en 1900, qui est mort au début des années 70, qui a eu le Nobel, à qui le Nobel a été attribué, le Nobel de littérature, en 1963. Auteur très francophile, et on découvre quand même sa particulière francophilie. Il a aussi vécu à Paris pendant quelques années, très jeune. Oui. Et une œuvre qui a été partiellement traduite du côté de sa poésie, cette poésie qui lui a valu le Nobel, puisque vous allez nous expliquer que peut-être assez vite que une grande partie de son œuvre publiée a été publiée de manière posthume. Oui. Les traductions ont paru essentiellement au Mercure de France, dans des traductions de Bonnefoy, de La Carrière, de Laurent Gaspard. Et de Denis Colère, qui a beaucoup fait pour lui. Oui. Et vous-même, vous aviez donc traduit 6 nuits sur l'Acropole, en forme romanesque, on va dire, entre guillemets. Oui, un peu abusivement appelé roman, un récit, mais un peu comme ce qu'il fait parfois dans son journal, c'est-à-dire il saute d'un genre à l'autre, il glisse quelques pages de journal, il y a un effet narratif, il n'est pas très facile à encadrer. Et c'était sous la couverture rouge de Marenzel, Kalman Levy. Oui. Et donc ce titre a été repris au catalogue du Bruit du Temps. Voilà, et puis maintenant les journées, alors, les premières, parce qu'on aura encore de nombreux volumes, il y en aura un, mais gros. Avec donc, en Grèce, ce qui manque, c'est... Alors, en Grèce, donc dans ce volume-ci, il y a l'équivalent des 4 premiers tomes de l'édition originale. Tous sont posthumes, c'est-à-dire du tome 1 au tome 9 sont tous parus après sa mort. Les premiers tomes 2-3 ans après sa mort, et les tout derniers très récemment, c'est-à-dire le tome 9 est paru en 2019. Et rien n'avait transpiré de son vivant. Il n'en donnait pas ni des pages dans les revues, ni des... Alors il y a un tome qui avait été traduit en français, qui correspond à celui qui vient immédiatement après les 4 qui ont été traduits ici, qui est le tome 5, qui a été traduit par Laurent Gaspard, qui est paru au Mercure de France en 1987, qui n'est plus disponible, je crois, et que Séféris avait lui-même revu de près, et qu'il aurait publié en Grèce si n'était pas entre-temps intervenu le régime des colonels, qu'il a décidé à ne rien publier aussi longtemps que ces sinistres individus seraient au pouvoir. Et il est mort avant la fin de la dictature. Voilà. Antoine Jacotet, vous la rencontre avec Séféris, elle s'est faite bien avant. Je crois que oui, avant même que vous décidiez de 2008, avant de connaître Gilles même. Il faut, oui, il y a cette période des premières publications qui en fait, je n'ai jamais réussi à savoir si le livre était prêt à aller paraître. En tout cas, le livre paraît au Mercure de France au moment du Nobel. Mais avec une préface d'Yves Bonnefoy. Et au fond, c'est parce que j'ai
Bonnefoy était mon professeur quand j'étais étudiant à Genève et j'avais une grande admiration pour le poète et pour le professeur aussi. Et donc, j'ai lu à peu près tout ce qu'il recommandait de lire. Et il avait une affection très, très particulière. Cette préface est très belle et il avait une affection très particulière pour Sévéris. Et son essai, qui est un peu dans sa manière, toujours un peu grandiloquent, peut-être qu'on trouve un peu grandiloquente aujourd'hui, mais il dit, pour lui, c'est un homme qui inspirait tout de suite la confiance et qu'il avait une confiance absolue dans cet homme depuis le jour où il l'a rencontré. Et au fond, en lisant les journées que j'ai découvert que cette année, grâce à la traduction que j'ai suivie de bout en bout, on comprend pourquoi, effectivement, tout ce journal donne l'idée d'un homme en qui on peut avoir confiance. Il y a une grande droiture chez cet homme qui a un chemin très, très lent, en fait, dans sa carrière. Donc, j'avais lu des poèmes dans l'édition du Mercure de France bien avant. Et puis j'ai été mêlé un petit peu par la bande à la première édition du roman, puisque c'est Michael Taylor à ce moment-là qui dirigeait la petite collection chez Marensel, m'avait demandé le nom d'un traducteur du grec. Et je parlais. Et ce qui fait que j'ai été très content de le reprendre ensuite quand il est... Et ce roman m'a beaucoup plu. C'est un roman il y a quelque chose de très juvénile les poèmes sont très beaux, mais un peu intimidant. Il avait des modèles, justement, vous avez parlé des modèles français, il écrit au début, il écrit un peu dans la suite de Paul Valéry. Enfin, il y a une grande exigence. Ses maîtres, c'était Mallarmé, c'était Valéry. Et donc, et le roman, tout à coup, me montrait un homme très humain, on peut peut-être dire une chose, parce que c'est important. Ça dit quelque chose de Sévéris. C'est l'histoire de jeunes gens qui décident de se rencontrer tous les mois à la pleine lune sur l'Acropole, dans l'espoir que peut-être ils retrouveront la lune, qui, en se reflétant sur les marbres, tous ces marbres antiques, leur apportera peut-être quelque chose de ce génie de la Grèce antique qui, à leurs yeux, s'est perdu et qu'ils ont beaucoup de mal à retrouver. Donc il y a quelque chose d'un peu, un peu naïf, mais très beau en même temps. Et au fond, c'est toute l'idée de Sévéris, c'est ça, c'est d'essayer d'être le poète qui va ramener quand même quelque chose de cette grandeur perdue dans sa poésie. Et c'est ça qui va le mener au Nobel. Il est le premier Nobel grec, s'il faut quand même le dire. C'est très important. Avec une œuvre, comme vous l'avez dit, très mince, mais qui suffit parce qu'il a réussi ça. Et on le voit tout au long du journal. C'est ça qui est très beau. C'est qu'on voit cet homme aller vers ça. Quand tu parles d'œuvre très mince, c'est vrai, et en même temps, c'est quelqu'un qui a énormément compté, non seulement comme poète, mais aussi sur le plan linguistique, parce que la Grèce est confrontée depuis le 19e siècle à un problème linguistique assez flagrant entre les tenants de la langue puriste et les tenants de la langue démotique. Lui se rangeait résolument du côté des démoticistes et il a tracé son sillon, il a réussi à faire accepter sa façon de voir, mais c'était pas du tout gagné d'avance. Et c'est un petit peu ce qu'il a tracassé sans arrêt, c'est-à-dire échapper à l'ombre encombrante de l'Antiquité grecque qui les étouffe un peu. Et ça, il y avait une exposition à Paris qui va se terminer en février, Paris-Athènes, si vous voulez, où on voit très bien tout ce que le côté néoclassique peut avoir de fabriqué. C'est-à-dire, il y a la dynastie bavaroise qui est devenue roi de Grèce en 1800 quelque chose. Donc c'est là qu'on a commencé à construire des bâtiments neufs qui n'avaient qu'une idée, c'était de ressembler à l'Acropole, donc au Parthénon de l'Acropole. Donc il y a une anecdote, c'est-à-dire au début de
vie de diplomate. Il a été chargé d'accompagner Édouard Herriot, qui était le président de l'époque. On est dans les années 27-28, je crois. Il doit lui faire un tour des hauts lieux, Mycène, Épidore et compagnie. Édouard Herriot lui déclare sans embâche: vous savez, moi, tout ce qui est au-delà du IVe siècle, ça m'intéresse pas. Et ça, c'était des positions qui le rendaient furieux. Enfin, donc il voulait jeter quand même une passerelle entre la Grèce telle qu'elle était ressortie de l'occupation ottomane et la Grèce illustre dont on n'a pas fini d'entendre parler depuis 2000 ans au moins. Alors, il me semble vous avoir entendu que vous parliez du journal. Ce livre, vous l'avez intitulé Journée et non pas Journal. Et alors, ce livre ce premier volume, il y en aura donc un deuxième. Il y en aura un deuxième qui va jusqu'à sa disparition, jusqu'à sa mort. Ce livre, donc, est, on va dire d'une certaine façon, on va employer le mot fragmentaire avec prudence. En tout cas, il y a dans ce journal, Journée, vous allez nous expliquer le changement, le glissement. Est-ce qu'il est d'ordre sémantique ou, bon. Non, il y a des récits, des rêves, il y a de la poésie, il y a des relations de travail, politiques. Et je crois comprendre que dans la suite, ça ne se simplifie pas beaucoup. Voilà, ça ne se simplifie pas. Il y a des récits de marche, de paysages, de découvertes, il y a des lectures, il y a des rencontres, des écrivains, des poètes, des pêcheurs, des habitants de la Grèce. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et il me semble qu'il y a peut-être quelque chose qui traverse le tout, et il me semble qu'Antoine Jacotet a fait un signe de ce côté-là. Il me semble que moi j'ai trouvé une grande sensualité en général dans ce journal, quel que soit le registre qu'il évoque. Voilà. Et donc, journal, journée, point d'interrogation. Là, la réponse à cette question, c'est très simple, c'est-à-dire dans l'édition grecque, ça s'appelle Mères. Mères, c'est jour. Jour, tout simplement. Il me semblait, pour des raisons euphoniques, que journée tombait un peu mieux que jour. Et son journal s'appelle Jour. En grec, on chiffre par des lettres, A, alpha, vita, gamma, delta, donc journée 1, journée 2, journée 3. Donc là, il n'y a pas de cuisine, quoi que ce soit. Et c'est à tout ce que vous venez de dire, pour caractériser ce journal, c'est aussi, en effet, on a souvent un journal des premières fois, j'ai l'impression. Il décrit dans le détail la première fois qu'il prend l'avion, le premier poste qu'il occupe, quand il est en Albanie. Il est un petit peu puni, on le nomme dans une ville pas très gaie. Il fait, pour revenir à la stature, c'est-à-dire ce contraste entre l'œuvre finalement assez peu volumineuse et la place qu'il occupe dans le paysage intellectuel grec, il faut penser que c'était à la fois aussi un épistolier, un essayiste. Il n'y a qu'un volume en français qui a été traduit par Denis Colère, qui est mort, dont j'ai appris la disparition la semaine dernière. Denis Colère, qui avait fait beaucoup pour lui, qui avait publié une première anthologie du journal et qui avait publié un choix d'essais. Et sur le plan linguistique aussi, parmi les connaissances, donc il y a ceux qu'on voit défiler, il y a des gens comme André Gide, dont il rend assez bien compte de cette rencontre qu'il fait. Henri Miller, Lawrence Durrell. Il y a des gens qu'on voit plus en demi-teinte, comme Panaïtis Strati ou Curcio Malaparte, qui ne sortent pas tous les deux très grandis de leur rencontre avec Séféris. Il y a un passage assez théâtral d'ailleurs de cette rencontre avec... Oui, parce qu'il faut dire que d'abord il avait rien lu de Malaparte, et il le présente comme un dandy qui ne se soucie que de savoir si les magasins chics où il allait s'approvisionner à Londres étaient encore debout, si ça avait été détruit par les Anglais. Donc c'est sans doute une vision un peu réductrice de Malaparte. Et il y a aussi tout ce travail qu'il a fait avec la littérature grecque elle-même, et il a permis de jeter un regard tout à fait neuf sur des auteurs comme Cavafis, à qui il consacre, il en parle, et c'est quelqu'un qui travaillait très lentement, c'est-à-dire cet essai sur Cavafis
dont il n'a finalement fini par publier que le brouillon. Il n'a pas considéré que ce texte était achevé, mais il y a travaillé des jours, il recopiait les poèmes à la main. Il faut dire aussi qu'il était dans des conditions de vie quotidienne pas commode. Il n'avait qu'un petit volume d'Eschyle avec lui, en tout et pour tout, quand il était dans son exil en Afrique du Sud. Donc il avait comme ça il arrivait à voir sur des poètes, ça dira pas grand-chose à des lecteurs français, mais des poètes comme Andreas Calvos, Solomos ou Kavafis, qui est une espèce de sainte trinité en Grèce, il a réussi à prouver d'une part que ces trois grands poètes n'étaient pas grecs. Les deux étaient nés a grandi à Alexandrie, l'autre en Italie. Il avait et au point de vue traducteur aussi. Il a fait énormément de boulot, non seulement en traduisant T.S. Eliot dès les années 30. Il a traduit La soirée avec Monsieur Test et alors il se trouve, donc, parce qu'on est allé présenter ce livre en Grèce il n'y a pas très longtemps, et on a été accueillis par la belle fille, qui est celle qui apparaît, alors maintenant j'ai oublié la page, mais qui a 9 ans dans le journal, qui en a maintenant 90 et quelques, qui est une toute petite créature absolument adorable, qui doit peser 40 kilos, pas beaucoup plus, mais qui a conservé, la maison est absolument telle qu'il l'avait occupée de son vivant, avec sa collection de pipes, avec les éditions. C'était assez troublant, parce qu'il y avait l'édition de La Recherche du temps perdu, la toute première, avec crayonné dans les marges, des éditions de Valéry, de Léon-Paul Fargue, en fait tout ça était assez... Et donc il était quand même très attentif, très au courant. Ça, je l'ai dit à droite à gauche, mais il a quand même traduit Henri Michaud dès 1937, si je ne m'abuse. Je vous écris d'un pays lointain, un poème que Michaud avait publié dans une revue, la revue Mesure. Donc il était quand même, il fallait une acuité intellectuelle quand même très très vive pour et ça, c'est quelques noms, et puis il a traduit aussi Yeats, et en plus des auteurs anciens qu'il a retraduits, ce qu'il appelait des transcriptions, des métagraphes, ou même des textes bibliques. Enfin, il n'y a pas que son petit volume de poèmes, j'ai envie de dire, ce qui est en grec, il n'est pas si petit que ça. Enfin, son œuvre poétique tient en un volume, mais son œuvre d'essayiste, d'épistolier, de diariste remplit pas mal de rayons dans une librairie, oui. Antoine Jacotet, quelques... Là-dessus, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à ajouter, mais c'est vrai que, comment dire, il y a effectivement, ces essais portent aussi sur ce qu'il appelait l'hellénisme, c'est-à-dire, et qui est justement cette idée qu'il y a qu'en fait il y a pas une rupture, mais une continuité dans la langue n'a pas, c'est une des rares langues qui n'a pas disparu, qui est encore parlée, et donc il montre, et il y a des essais justement qui sont pas sur des grands auteurs, mais qui sont sur des auteurs qui avaient disparu, comme il y a un essai sur les journaux de Macrianis, qui est un personnage très important pour lui, et qui est important pour lui parce que c'était un quasi illettré, mais qui a laissé ses mémoires, et qui joue, voilà. Et donc pour lui, c'est un témoin qui a été traduit justement par Colère en français. Voilà, c'est ça. Et qui sont importants pour lui parce qu'ils montrent justement que la langue, il y a une littérature qui s'est maintenue et qui était une littérature populaire justement, qui va à l'appui de sa thèse pour la langue démotique. Alors
on a prévu des lectures, mais celle-là, Laquelle? je vais vous faire une surprise, là, mais j'aime bien ce passage du 12 janvier où justement il y a, D'accord. à la fois il y a du journal, et il y a une journée, et puis en plus il y a le mot ange, donc ça devrait vous convenir. J'ai oublié On comprendra pourquoi. l'histoire du 12 janvier. Mais 12 janvier, je rentre à l'instant. Ma chambre. Je sais quel lit m'y attend, comment sera le réveil demain, quelles seront les tâches quotidiennes. La nuit au dehors était douce et les rues humides. L'âme libérée, toutes fenêtres ouvertes. Amertume, 2 points, la mort inévitable, les amours condamnés, la misère de la condition humaine, tout cela circulait librement comme une fraîcheur printanière, sans me déranger. J'écris sans penser à mon impréparation devant ces choses-là. Ma plume qui court sur le papier me procure une satisfaction matérielle. Je fume sans me demander ce qui se passe en moi. Le tram que j'entends glisser sur ses rails ne me dérange pas. J'écris sans but précis. Je trouve que les hommes font bien d'aller où ils vont et que malgré tout, les faux-semblants, les illusions et tout le reste, il n'est pas de vérité qui ne finisse par jaillir de l'homme. Je voudrais remercier quelqu'un de la paix qui m'est ainsi donnée. Je voudrais reposer ma plume pour réfléchir, mais j'ai peur que la pensée ne rompe l'équilibre. Mes oreilles bourdonnent, je me dis que c'est les bouillonnements du temps qui passent. J'ignore où se trouve le port, il me sera accueillant quel qu'il soit. Les anges qui avaient disparu sont à nouveau là. Je sens leurs ailes battre autour de moi. C'est la première fois que j'éprouve dans ma chambre ce sentiment de répit, de vacances, d'absence que ressentent les citadins dans une forêt lointaine. Je sais que, attention, virage brusque, si je me voyais là-bas, au loin, descendre de la colline, l'idée désespérante que je ne suis peut-être que le pantin de mon bonheur. Ben, ça en dit beaucoup sur un des aspects de ce journal qu'on peut... Enfin, c'est pas fréquent comme, il me Comme semble, approche, comme oui. approche, hein. Oui. Je trouve ce passage très, Oui. très beau, peut-être justement parce qu'il n'est pas tout à fait à l'image de ce qu'on lit par la suite. Oui. Mais et on voit apparaître des choses, parfois il s'agace parce que il n'arrive pas à trouver une encre d'un certain noir. Il avait un côté assez fétichiste. Il n'avait pas. Alors, si on veut pousser l'esprit critique, on peut trouver parfois que ça verse dans une forme d'égotisme, c'est-à-dire qu'il s'observe quand même beaucoup. Au début, les premières années sont plus immobiles que les suivantes, mais il arrive à échapper à ce danger parce que tout d'un coup, il voit une silhouette, il voit quelque chose, il voit une lumière, il voit une toiture, et clac, et les choses prennent leur place de façon très naturelle, pas forcée du tout. Comme dirait son alter ego portugais, il y a un côté intranquille, mais quand même, là, il y a une belle sensualité. Ouais. Justement, alors celle-là, il ne va pas la quitter, l'intranquillité non plus, mais ça va se transformer. Peut-être il y a plus de gravité. Oui. Oui, ce que tu disais sur le paradoxe chez lui, c'est qu'il quand il s'intéresse à quelqu'un comme Maclianis, ça lui donne une très grande fraîcheur. C'est-à-dire, on jette un regard que personne n'a jamais jeté sur un personnage, somme toute très secondaire, mais très important pour la Révolution grecque, dont on fête le bicentenaire. Et il arrive à trouver... Et il fait la même chose. Il y a un texte sur Dante qui est très très bien. Il y a son discours du prix Nobel qui est repris dans le volume d'essais. Il a à la fois une culture très vaste et en même temps une espèce de fraîcheur naturelle, ce qui n'est pas si fréquent. C'est pas pesant, quoi. C'est pas pesant. Oui, et ce qui est frappant dans ce passage-là, c'est qu'on n'a pas dit à quel point aussi c'est quand même un homme qui gagne sa vie, c'est-à-dire qu'il est fonctionnaire toute sa vie au ministère des Affaires étrangères, puis ensuite il deviendra ambassadeur. Mais donc les moments tels que celui-là sont des moments gagnés sur une vie qu'il estime perdue. Il est très souvent fonctionnaire dans des régimes qu'il n'estime pas, avec des supérieurs dont il doit se garder, etc. Donc il se garde ces petits moments où il se retrouve dans son bureau et il dit la fenêtre ouverte. C'est pour ça qu'on a mis cette photo parce que c'est très important, ces moments où il se retrouve dans le bureau.
il écrit, il s'observe écrire, mais ce qu'il y a de très beau et qui est très frappant aussi, c'est qu'il a toujours le besoin d'aller dehors. Et ce sont des choses vues. Enfin, c'est quelqu'un qui ne cesse d'observer le monde autour de lui. C'est pas quelqu'un qui reste enfermé dans. C'est pas Amiel, c'est du tout. C'est pas le journal d'Amiel. Il marche beaucoup. Il marche beaucoup. Et puis alors après, il est pris dans le tourbillon de l'histoire parce il marche forcé. Enfin, il voyage forcé par les événements à partir de. Il y a la première fois où il est envoyé, là c'est anodin, il est envoyé en Albanie et un peu contre son gré, c'est son premier poste. Mais ensuite, dès qu'arrive la guerre, il suit le gouvernement en exil en Égypte et puis... en Crète d'abord, en Moyen-Orient. En Crète d'abord, oui, en Crète. Ils sont chassés par l'invasion allemande très vite, ils vont jusqu'en Égypte. D'Égypte en Afrique du Sud, puis retour, et puis avec un passage à Jérusalem aussi. Enfin, il est constamment chassé sur les routes par les et ça ne s'arrange pas par la suite. C'est-à-dire après ça va à Beyrouth. Et puis je pense qu'il ne partage pas que l'intranquillité avec Pessoa, il y a aussi l'écartèlement de l'employé de bureau qui aspire tellement à autre chose et ça lui est, de ce point de vue-là, leurs démarches sont quand même assez parallèles. Dans la partie qui nous occupe ici, enfin, notamment peut-être en plus encore dans les premières années, il y a une chose assez troublante, justement je continue sur ce terme de sensualité, c'est une interrogation sur le féminin. On va dire et notamment jusqu'à ce qu'il rencontre celle qu'il va épouser. On sent, alors il y a du fantasme, il y a même parfois ça va vers une forme même d'érotisme. Hein. Il évoque même très clairement et jusqu'à ce qu'il rencontre Maro, voilà, Zanou. Et voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, alors moi, les confidences de Séféris, je ne les ai pas. Il y a quand même des témoignages. Jeanne Tsatsos a écrit Séféris, mon frère. À l'en croire, il a eu une vie sentimentale affective et assez agitée pendant ces années parisiennes. Ces années parisiennes, c'était en gros de ses 18-19 ans jusqu'à 18 à 24, jusqu'à 1925. Voilà. Donc il en parle un petit peu. C'était tout à fait. Il y a des pages où il prend feu. Enfin, peu après la rencontre avec Marot, c'est quand même ça y va. C'est assez beau. Non, et ça. Il y a un récit de rapport en pleine bord de la mer, je pense. C'est ça. C'est les circonstances de leur rencontre. Non, ça a beaucoup compté pour lui, et même indirectement. Et on peut dire que le tome 2, qui est presque entièrement situé à Londres et qui correspond à son premier poste en Angleterre, le journal, c'est pas vraiment un journal. Il a transcrit des lettres qu'il adressait alors à une femme qui était critique musicale, Loukia Fotopoulou, et entre 80 et 90% du journal de ces années-là, c'est juste le récit au jour le jour de ce qu'il fait, de ce qu'il traverse, de ce qu'il subit, des concerts auxquels il se rend, parce qu'elle était musicologue, elle était critique musicale, donc il jette une passerelle de force. C'est un élément. Après, avec Marot, il semble que ce qui n'est pas allé non sans drame d'ailleurs, parce que Marot était marié avec des enfants, elle a tout quitté, il en parle assez longuement. C'est un élément important, mais après on entre dans une autre façon de voir la biographie. Là j'ai pas les détails. Oui, c'est effectivement un peu
paradoxal parce qu'à la fois, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique sur ses sentiments. C'est pas du tout un journal intime. Par exemple, c'est très frappant. Il y a le récit de la maladie. Quand il débarque en Grèce, il voit sa mère. Il sait qu'elle est malade. Et donc ça teinte son retour d'une certaine mélancolie. Et ensuite, il y a l'évocation. Il va la suivre dans ces derniers mois, mais le journal, il y a 2 pages blanches et il ne veut pas parler de ça. Et tout à coup, les 2 pages blanches, c'est quand elle meurt. Enfin, blanches dans l'édition française. Il n'en dit rien, il se tait, il est d'une pudeur absolue là-dessus. Et puis, mais l'élément féminin, effectivement, il est présent. Il est peut-être plus présent encore dans le roman où il y a vraiment pas mal de... Mais il est crypté un peu. Il y a une chose qui est assez amusante qu'on peut dire anecdotiquement, mais il y a dans le journal, il y a des moments où il écrit un poème qui s'intitule La citerne. Mais la citerne, c'est aussi le nom qu'il donne au petit appartement en sous-sol où il a son rendez-vous avec cette femme mariée aussi, qui est Fotopoulou, qui est son grand amour du moment. Donc, ça compte énormément pour lui. Enfin, avec en plus un côté un peu avant-gardiste dans le roman des 6 nuits. Il décrit des amours lesbiens qui n'étaient pas tout à fait évidents à l'époque. Une grande liberté. C'est une grande liberté de ton, de mœurs, et ça explique, ça répond avec un peu de retard à votre question sur les circonstances de la traduction de ça, c'est-à-dire les premiers tomes, ça a débuté, pour ainsi dire, le 15 mars 2020, qui est une date dont on se souvient peut-être, donc qui signifiait quand même un certain enfermement chez soi, donc c'était une occasion en or. Et alors je me suis fait avoir, si on peut dire, parce que le premier tome, comme il y avait beaucoup de passages qui étaient tirés de 6 nuits sur l'Acropole qui sont identiques, c'est-à-dire c'est des passages de son journal qu'il a transfusés dans le roman. Donc le premier tome est parti comme ça en 3 semaines, 1 mois, allez, continuons. Le deuxième tome, c'était déjà un peu plus lent parce que c'était les années londoniennes. Après, ça se compliquait parce que les volumes avaient entre-temps doublé de pagination. Et puis le dernier était un petit peu dur, mais en même c'était compensé par... ça devenait en même temps de plus en plus passionnant parce que il n'est pas simplement un employé de bureau relativement anonyme comme l'était Pessoa, il occupait des fonctions éminentes. Je veux dire, plutôt comme Paul Valéry, quoi. Oui, ben alors après on entre un petit peu dans savoir si on peut parler de... Et ça, c'est pas vraiment comment dire, un qualificatif très laudateur. Est-ce qu'il est question de poésie d'ambassadeur? Alors ça, c'est Saint John Perse, Paul Claudel, et il y a un peu de ça. Quoi, par quelques bouts qu'on le prenne, je ne sais pas quel est ton avis, il y a quand même un peu de ça. Et Saint John Perse, il est intervenu, je veux dire, pour que je ne sais plus quand Perse a eu le Nobel, mais sans doute postérieurement à 63, il me semble. Donc voilà. C'est Gilles qui vous demandait. Hein. Oui, je ne sais pas quel est ton avis. Oui. Poésie d'ambassadeur, je ne sais pas dans son cas. Dans le cas de Perse, à la fin certainement, pas dans les premiers livres, mais... Et puis Claudel, il est assez fort pour... il renverse la table, Claudel, de toute façon. Enfin, il peut tout renverser de son souffle, mais peut-être sur le tard. Mais là, il est plutôt quand même au début de sa... Et puis, il scinde quand même beaucoup les choses. Mais oui, ce que voulait dire Gilles aussi, c'est que quand par exemple, ses fonctions il est porte-parole du gouvernement à un certain moment. C'est lui qui rédige le discours du roi au moment de l'invasion allemande. Enfin, oui, effectivement, il a un poste qui n'est pas anodin.
Alors, nous étions sur cette interrogation sur le féminin et puis peut-être parfois avec des passages fantasmatiques. Et il y a aussi une chose très, très frappante parce qu'elle revient régulièrement, c'est le récit de rêve. Alors, d'une part, il y a il y a de très belles relations de rêve, hein, et j'aimerais peut-être que vous nous en lisiez une, éventuellement. Et la question qui pourrait suivre cette lecture serait sur un rapport, ou plutôt une absence, semble-t-il, totale de rapport au surréalisme, dont il est quand même un contemporain, et j'imagine même qu'il a pu croiser. Oui, il s'indignait beaucoup. Comment dire, il dresse un peu. Ça explique sans doute une des raisons pour lesquelles, pendant longtemps, il n'a pas été très aimé en Grèce. C'est-à-dire qu'il se tenait à l'écart des milieux littéraires qui grenouillaient. Il n'y a pas d'autre terme entre eux. Par une espèce de simplification abusive pour se détacher, pour lui lancer une étiquette vite fait. Les gens viennent le voir et disent « Ah, mais vous aussi, vous écrivez des poèmes surréalistes ?» Il ne comprend pas, il tombe de sa chaise. J'ai jamais écrit, je n'appartiens pas au surréalisme, je ne suis pas surréaliste. Donc il y a juste une espèce de concordance des temps qui fait que, mais lui-même avait un chemin beaucoup plus personnel, beaucoup plus classique d'une certaine manière. C'était pas, il subvertit la poésie de l'intérieur, c'est-à-dire par la voix d'une voix qui lui soit propre, qui n'emprunte pas grand-chose, juste une tradition démotique très fortement ancrée, qui explique aussi que son journal soit parsemé de petits quatrains, il note des choses qu'il entend dans les cafés. D'haïku. Il pratique le haïku très tôt, alors que la forme est encore méconnue en Europe. Il s'y exerce. Il pratique des contre-rimes à la Paul Jean Toulet. C'est même, je crois, le premier quatrain, première page du premier tome, lorsque je suis revenu de Londres, etc. Donc, ça ne devrait pas être très difficile à trouver, mais 26, pardon. Il l'appelle même contre-rime, c'est-à-dire que le vent soufflait fort lorsque de Londres je revins à Paris, j'en étais tout secoué comme un peuplier, moi à la proue et tout ce vent debout. Et il cite des vers de Paul Jean Toulet plus tard. Il était tout à fait imprégné, et ça c'était les 6 années qu'il a passé à Paris dans une chambre de bonne, pas tout seul. Son père était, il faut dire aussi qu'il était d'une famille, son père était un avocat international, juriste international qui est venu en France, donc qui lui-même écrivait un petit peu des poèmes, un peu un poète du dimanche. Oui, mais enfin, qui aurait préféré que son fils soit avocat aussi au début. Oui, c'est mal passé, il y a des scènes assez... Et en même temps, il y a des choses tout à fait troublantes. À un moment donné, il se trouve à Alexandrie, en Égypte, et puis quelqu'un lui parle de Cavafi, et Cavafi lui cite 4 vers qu'il tient parmi les plus beaux de l'un, et en fait, c'est des poèmes, ces 4 vers qui ont été écrits par le propre père de Séféris. Donc il y a comme ça des enjambements tout à fait inattendus. Tout ça pour dire que quand il revient en Grèce en 1925, il a passé 6 années à lire Gide, Laforgue, Valéry, Francis Jam et tous les auteurs de la NRF. Il connaît ça sur le bout des doigts. Et il essaye... C'est ce qu'on lui reproche, d'acclimater ça en Grèce, mais ça n'a rien à voir avec le surréalisme. Oui, c'est entre Jean Toulet, Paul Jean Toulet, Valéry, mais pas en fustanelle non plus, mais en habit grec. Et pour compléter ça, ce qui le fait échapper sans doute au surréalisme aussi, c'est qu'au moment où il écrit ce poème valérien qui s'intitule La Citerne, qui clôt une partie de son œuvre, qui est une sorte d'échec, pour s'en sortir, il va se tourner
vers les Anglais, c'est-à-dire vers T.S. Eliot, et qui lui donne une espèce de... les Anglais qui ont toujours été complètement réfractaires au surréalisme, mais où il trouve sans doute une voie plus... justement, qui lui permet un côté plus populaire n'est pas le mot, mais d'introduire la trivialité dans le poème. Et ça, c'est T.S. Eliot, sans doute, qui lui permet de le faire avec les... C'est Prufrock. C'est Prufrock, c'est ça. C'est l'exemple avec de Prufrock. Stratis, il fait intervenir un personnage... Chez Eliot, il y a Prufrock, et chez Sévéris, il y a Stratis le marin, qui est son double marin. Son hétéronyme. Son hétéronyme, voilà. Troisième passerelle. Et ça, je pense que c'est très important parce que ça le libère en quelque sorte. Parce c'est un poète assez tardif quand même. Je veux dire, son premier recueil, et ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que c'était quelqu'un qui publiait à 200, 300... 400 exemplaires au maximum, et même dans les années 50. Souvent en auto-édition. Il s'auto-éditait, et son tout premier recueil, Strophi, qui est un titre à peu près aussi astucieux que la place de l'étoile de Modiano, c'est-à-dire Strophi, c'est à la fois la strophe et le tournant en grec. Donc il arrive à faire passer ces deux choses-là dans un seul mot. C'est un recueil assez mince qui je crois que c'est publié à 250 ou 300 maximum, et ça a été assez sévèrement reçu, c'est-à-dire que il y avait des articles assez féroces disant mais qu'est-ce qu'il vient nous importer de la poésie française qui n'a rien à faire ici, c'est tout à fait factice, artificiel, etc. C'était pas un chemin facile dans son cas, sûrement pas. Vous voulez que je lise un rêve? Oui, un rêve, oui, un petit rêve. Allez, il a 25 ans. Il est court celui-là, mais il y en a d'autres. Mercredi 27 octobre. Rêve la nuit dernière. Une chambre d'hôtel à Paris, dans la lueur blafarde d'un éclairage au gaz. Sur le lit, une couverture rouge. Nous étions assis sur quelque chose qui ressemblait à un divan bas, peut-être une malle. C'était peut-être la chambre de l'hôtel, boulevard Montparnasse, où j'étais descendu au retour de Londres. Au mur, un papier peint jaunâtre, à la propreté douteuse. Nous étions assis l'un à côté de l'autre en fixant le sol, les mains entre les genoux. Bi parlait. Bi, c'était le surnom de son aimé de l'époque. Bi parlait. Elle disait des choses très tristes. Je ne la voyais pas, mais je pouvais sentir les traits de son visage, le contour de ses cheveux, comme par une vision panoptique. Je ne me souviens plus de ses paroles, à l'exception de sa dernière phrase, « Et puis nous divorcerons ». Je l'ai regardée, elle avait un sourire mélancolique, je ne sais plus comment nous nous sommes séparés. J'ai poussé une porte vitrée qui donnait sur un large escalier de marbre, l'escalier de ma grand-mère à Smyrne. Là, je suis tombé sur son père. Il portait un costume marron. Son visage était écarlate, allumé, comme le visage maquillé d'un acteur au moment de rentrer en scène. Très ridé. C'était la première fois que je le rencontrais. Je lui ai dit avec un certain empressement « Bonjour, monsieur ». Il a répondu sèchement, en toute hâte « Bonjour, monsieur ». Puis il est passé devant moi, très affairé. Je me suis réveillé en larmes. Et là, obliquement, quand il cite l'escalier de ma grand-mère à Smyrne, on voit, c'est quelque chose qu'il n'a jamais oublié, c'est-à-dire, pour avoir une image un peu juste de lui, il faut savoir qu'il est né à Athènes, mais il a passé toutes ses enfants, il est né à Smyrne, pardon, et il a passé toute sa prime enfance et son adolescence jusqu'à 14 ans à Smyrne, Scala de Vourla, qui était alors une colonie grecque. Et après, il y a eu ce qu'on sait, les guerres balkaniques, l'incendie de 1922 et ce retour catastrophique et catastrophé de près de 1 million de ressortissants grecs déportés, qui sont allés remplir les banlieues du Pirée et d'Athènes. Et c'est l'équivalent d'un traumatisme dont il ne s'est jamais tout à fait remis. Il est retourné sur place dans les années 50 et ça a ravivé la blessure. Et il en parle, il y a en annexe un petit texte où il parle de ses années d'enfance. Oui, ça a beaucoup compté pour lui. Il a une espèce de déchirure initiale qui ne s'est jamais tout à fait refermée jusqu'à la fin.
Vous voulez ajouter sur Non, Antoine, c'était important sur de dire ça, Smith, parce qu'effectivement, c'est un paradis perdu pour lui qui marque toute son existence. On va justement peut-être rentrer un peu aussi dans l'histoire de la Grèce. Celle-là, cette partie-là, elle est considérable. On dit même des Turcs qu'ils ont finalement, là, ils auraient inventé les camps de concentration dans cette période 1922. Il y a ce livre, la Grande Pitié, je crois, c'est ça, Vénésis, Oui. qui fait état de cette puis de marches terribles, quoi. Oui, mais c'était bon. Les Grecs. Non, il y a eu les morts se sont chiffrés par milliers. On ne peut pas comparer ça au génocide arménien quand même. Mais il y a une différence d'échelle, mais et de systématisme aussi, en fait. C'est ça. Et donc lui, il sera à la fois en tant qu'acteur, comme vous le disiez, du fait de sa profession, du fait de sa profession de diplomate, et puis aussi de son engagement, et notamment on le voit on le lit dans le journal. Il y a quelque chose qui, évidemment, avec la guerre qui s'annonce. Alors curieusement, d'ailleurs, il est peut-être j'ai regardé en 1933, il n'y a rien, mais en 1933, il y avait quasiment rien. Mais il n'y a rien sur l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Après, petit à petit, sur les accords de Munich, on sent monter cette inquiétude. Ça s'emballe assez vite. Et après, ça s'emballe. Voilà. Et donc, peut-être vous entendre là-dessus, puisqu'après, il y a aussi le passage, il y a la période Métaxas. Voilà. Et puis et l'exil dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure. Je crois que ce qu'on apprend, moi, j'aime beaucoup la Grèce, mais j'étais assez ignorant en histoire, mais ce qu'on apprend, ce qu'on sent en lisant ce livre, c'est quand même que c'est un pays, la fragilité du pays. Au fond, quand il a 20 ans, c'est le centenaire de la libération. C'est pas si ancien, les guerres de libération, la libération des Turcs. Et il y a cette catastrophe de 22 qui vient rappeler qu'effectivement, et puis 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, il y a l'invasion hitlérienne, et donc on sent tout au long du livre, et dans sa vie, quand il dit « où que j'aille, la Grèce me fait mal », c'est effectivement cette fragilité du pays qui s'est constituée il y a peu, et qui est toujours menacé, et on le sent. Mais en même temps, incassable. C'est-à-dire il arrive à isoler dans... Alors, où qu'il aille, il la retrouve, c'est ça. Il la retrouve, et puis il y a des individus qui l'incarnent et qui sauvent la mise, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est très beau. Elle est menacée, mais elle est toujours là. Et alors, vous disiez tout à l'heure dans le bureau que, évidemment, dans le volume qui suit, déjà, il y a 1944, le retour, mais peut-être on est prévu de lire un passage. On fera peut-être pour conclure, mais après il faudra aussi parler un peu de vos livres à vous. Non, ça c'est hors sujet aujourd'hui. Et donc, dans le volume qui va venir, là, on est de plus en plus au cœur de la tourmente, parce qu'il y a la guerre civile. Le volume se termine sur ce qu'on appelle le décembre sanglant, c'est-à-dire il revient lui-même en décembre 1944. Athènes est en train d'être libérée, il y a les Anglais qui occupent les rues, mais et ça c'est des affaires de politique interne, c'est-à-dire il y a eu un mouvement de résistance très, très, très charpenté, très organisé, très structuré contre les Allemands, qui était dirigé par ce qu'on appelle l'EAM-ELA, c'est-à-dire le Parti communiste de l'époque, dont Churchill n'aura qu'une obsession, qu'une envie, c'est de les désarmer. Et il parvient à ses fins avec des accords assez catastrophiques pour eux. Et ça explique, on les voit se battre dans les rues d'Athènes en décembre 1944, et ça explique le début de la guerre civile, qui laisse des traces indélébiles jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est de 47 à 49 en gros.
il se trouve que j'étais en Grèce il y a 15 jours, dans le nord du pays, en Épire, et ça a laissé des traces partout. Il y a non seulement les Ottomans qui sont omniprésents, mais il y a des romans, un roman de Kazantzakis, Les Frères ennemis, qui rend assez bien compte de cette situation, mais c'est un traumatisme national qui n'est pas encore tout à fait apaisé. Donc on voit, ensuite, il y aura les années 47-49, le volume suivant c'est 45-51, donc c'est toute la guerre civile, et après il y a ces différents postes à l'étranger, à Beyrouth et ailleurs, et tout d'un coup, comme une fenêtre qui s'ouvre, la découverte de Chypre, et ça donne lieu à certains de ces très bons recueils. Là, il trouve un asile, un pays qui semble correspondre un petit peu à la Grèce telle qu'il l'a rêvé, et il développe un lien personnel très fort avec Chypre, et ça donnera lieu à de très belles pages, mais ça c'est pour plus tard. Et la période donc 36-41 ? Eh ben, elle gigote beaucoup, non seulement sur le plan diplomatique, mais non. Donc ses relations avec Métaxas avant qu'il... Voilà, donc Métaxas, c'était le nom du dictateur Ioannis Métaxas, qu'on voit. Et il a, comment dire, il a une façon, c'est ce qui rend ce journal souvent attachant, une façon très personnelle, c'est-à-dire il va voir la façon d'écrire, la façon les livres scolaires qu'on distribue à l'époque de Métaxas pour propager la vision un peu faussée d'une Grèce éternelle, etc. Et c'est ce qu'il reprochera aussi au régime des colonels, qui ont voulu réinstaller la langue puriste, mais c'était grotesque. C'est-à-dire quand Papadopoulos, le colonel en chef, parlait grec en affectant de parler de façon ancienne, ça fait rire tout le monde, ça ne tient pas la route du tout. Donc il a une façon pas du tout théorique, je dis, il parle de petits détails concrets pour rendre la chose visible et perceptible et compréhensible. Et ça, c'est très... Et donc de 36, il y a Métaxas, après il y a la chute de... Et il y a ce paradoxe que c'est grâce à Métaxas... Finalement, c'est Métaxas qui a dit non, le célèbre non qu'il a opposé aux Italiens, quand les Italiens alliés au sein de l'Axe ont agressé la Grèce en Albanie. C'est Métaxas qui s'y est opposé, alors que tout aurait dû le porter à se ranger à côté de Mussolini et d'Hitler. Et c'est devenu depuis même c'est un 28 octobre qu'il l'a prononcé. Et c'est devenu la fête nationale en Grèce est fêtée ce jour-là pour célébrer ce côté un petit peu paradoxal, mais il a un regard vraiment assez féroce sur ses collègues des bureaux et sur les compromissions des milieux, parce que c'est d'une complication. Il faut suivre, pour la politique intérieure grecque, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça il fallait mettre une espèce de chronologie à la fin pour qu'on puisse un peu suivre les événements. Et il y a un autre livre que j'avais traduit d'un auteur qui s'appelle Thanasis Valtinos, qui retraverse cette période de la guerre civile, qui est l'un des premiers à casser l'image d'Épinal en disant qu'il y avait aussi des camps de concentration ouverts par des gens de gauche, ce que personne n'osait dire pendant longtemps. Et il fallait impérativement avoir recours à Olivier Delorme, qui a fait une histoire des Balkans en 3 tomes, pour essayer de comprendre comment ça... Parce que c'est très compliqué entre la régence, les rois, le Premier ministre. Il y a des gens, on en voit qui se suicident. Enfin, c'est un feuilleton, quoi. Alors peut-être d'ailleurs sur ce chapitre de la relation de l'écrivain et du poète à son pays, à la Grèce, et on reviendra sûrement sur la question de la langue. Il y a peut-être des questions dans la salle sur son rapport à l'histoire. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions, ou un avis ou un... Oui, donc c'est le samedi 30 décembre. C'est
C'est vraiment là. Non, il y a encore une entrée au 31 décembre qui tient en une ligne, un quart. Mais le samedi 30 décembre, les tueries, les exilés, le froid et les aboiements d'une mitrailleuse. Ce matin, télégramme de Londres. Le roi nomme Damaskinos au poste de régent. L'intelligentsia politique a fait triplement faillite en Grèce. Damaskinos, j'avais fait un peu sa connaissance à mon retour. Il a un bon sens paysan, au moins cela, et de la force. C'est un démocrate, sans être un fanatique déchaîné, ce qui est également un avantage. Nous étions allés lui rendre visite. Nous lui avions demandé ce qu'il pensait de la Régence. Il nous avait répondu avec la parabole suivante. Quand j'étais petit, mon école se trouvait dans un autre village, à 1h30 de route du mien. Un jour, pour Pâques, j'ai reçu une paire de galoches toutes neuves. Je les ai mises dans ma besace pour ne pas les abîmer et je suis parti pour l'école avec ma vieille paire de galoches. Je me suis souvent arrêté en chemin et je les sortais de ma besace pour les caresser et les admirer, mes galoches toutes neuves. Ce jour-là, il m'a fallu 3 heures pour arriver à l'école. La Régence, c'est comme mes galoches neuves de l'époque. Il était allongé sur son lit et sa taille m'a semblé démesurée vu l'exiguïté de la pièce. Il avait les yeux qui brillaient en nous racontant cette histoire. Il était de bonne humeur ce jour-là. Il ne connaît aucune langue étrangère, mais lorsqu'on l'a envoyé en exil à Faneromeni, sur l'île de Salamine, il s'est mis en tête d'apprendre par cœur, pour passer le temps, je suppose, un dictionnaire de français. Et ils ont entretenu de très bonnes relations. Et bon, pour la suite du feuilleton, il faudra voir le tome 2. Mais vous avez, juste avant, vous avez donc lu ce rêve que je vous ai demandé de lire, là, ce passage. Il y a quelque chose souvent d'inattendu dans ce journal, dans ces journées, pardon. C'est-à-dire qu'on passe d'un registre à un autre, d'une vision à une autre, d'une ambiance à une autre, et pourtant, il y a quelque chose qui unit tout ça. Et vous nous aidez à le lire en langue française, mais alors en grec, justement, puisque quand même c'est la question de la langue, et la langue choisie, elle est fondamentale. Donc, est-ce que vous avez eu cette impression à la fois d'unité dans cette, éclectisme formel? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cela? Oui, il y a une unité linguistique. Je sais par expérience, pour en parler avec des auteurs grecs, ce qui rend ce journal précieux à leurs yeux, c'est pas tant la stature morale, le rôle historique, etc. C'est cette façon d'approcher les choses. Il y a des mots que j'ai appris grâce à lui. Il va parfois chercher. Il y a des explications géographiques, c'est-à-dire des termes qui viennent d'Asie mineure, mais sinon, il a une pureté de langue, mais non maniérée en même temps. C'est-à-dire ça se lit, c'est assez fluide, à la fois recherché et fluide. C'est un petit peu comme ce qu'on disait sur son travail d'essayiste. C'est à la fois très, très frais et très argumenté. Et c'est un petit peu... Ce rapport se retrouve un petit peu dans sa langue, oui. Mais c'est une des choses qui m'avait beaucoup séduite, c'est-à-dire cette façon de décrire des choses parfois insignifiantes, un voyage en train, quelqu'un sur un quai, un chien qui tourne un coin de rue, la queue basse, etc. Et il arrive à agencer tout ça de façon assez naturelle, et ça devient très convaincant. Quand c'est très bien écrit, ça devient tout à fait convaincant, oui. Vous voulez... Là-dessus, je pourrais juste dire une chose. On a présenté le livre à Paris et dans une librairie, et Eddie Cadour, qui est écrivain, était là. Et c'est juste pour dire quelque chose de la traduction, parce qu'il a pu faire toutes ses interventions ne portaient que sur le style de Séphéris. Enfin, il nous a donné des exemples chaque fois de tournures, de choses. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il a pu le faire sans savoir le grec et à travers la traduction. Ça veut dire quand même, il y a quelque chose de particulièrement réussi dans le livre. Et merci, il faut dire merci à Gilles, parce qu'on a l'impression justement de le lire dans le texte. À aucun moment on est gêné par quelque maladresse que ce soit. Il y a au contraire une vigueur continue. Ça, c'est vraiment exceptionnel, je crois. Et puis c'est aussi
la langue d'un peuple, même s'il... et donc là, on l'a entendu dans le dernier extrait que vous avez lu. Mais moi, je vous demanderais, mais je crois que vous voulez en lire un autre, mais non, mais on peut en lire plusieurs. On peut en lire plusieurs parce que il y a celui que j'avais trouvé là, que je trouve vraiment merveilleux, où il fait la relation d'une promenade dans un quartier très populaire, et ce sont à la fois des expressions et des personnages. C'est magnifique, quoi. Allez-y, peut-être. Alors, oui, c'était un peu un exemple de on ne touche ni à la Grèce ancienne, ni à la diplomatie, ni au discours du roi. C'est un petit voyage en train entre Athènes et l'Albanie, où il va prendre son poste. Et dans les moments parfois de découragement du traducteur de fond, c'était des passages comme ça qui ressoudaient la chose, ça repartait pour un tour. 15-16 novembre, voyage d'Athènes à Koritsa. Dimanche soir, le train s'est mis en route à 20h. Un wagon-lit plein de valises et de mouches. Pendant le voyage, des gouttes de pluie se sont mises à rayer la vitre, à l'horizontale. Je ne pensais à rien. Rien n'a de fin, sinon l'aube à venir. Et l'aube à venir, c'est la gare de Plati. Pluie et boue. Un train écarlate coupe l'horizon pour se loger entre les champs au loin et les grilles de la buvette. Je commande un double café et un cognac. Et malgré tout, cette aube est belle, avec ses teintes roses qui passent et repassent sur le gris plombé, comme la mer sous des nuages, qui lui donnent des reflets de mercure autour des embarcations. Un coq a chanté, un chien a montré sa gueule triangulaire avant de disparaître. Tout aussi grisâtre était la mer lorsque, au réveil, je l'ai aperçue pour la dernière fois, en relevant Store du wagon, et que j'ai posé la question au contrôleur. « Oui, c'est la mer », m'a-t-il répondu, en français. J'ai vu 4 hommes passer avec des souliers à cordons en peau de porc. Dans le café mal éclairé, un cheminot et un brigadier de gendarmerie échangent des plaisanteries. 2 paysans parlent de leur récolte. Une passagère assise, ankylosée par le voyage, aux vêtements fripés. Une provinciale, aux cheveux blonds. 21h, arrivée du train de Florina, chassant devant lui un essaim de moineaux qui ont l'air de sortir de la locomotive, comme la fumée. J'ai pour compagnon de voyage un juif de Salonique qui prononce kilomètre pour kilomètre. Dans les champs, de minces herbes accrochent la brume, marais jaunes et verts, solidifiés, c'est en italique, à croire qu'ils sont parvenus à clouer, en italique, les joncs, et à coincer, en italique, les poteaux télégraphiques. Le désespoir monte de la campagne, se lit sur les visages des gens. Ils portent des chaussettes de laine et des gilets croisés, des silhouettes sombres à la démarche lourde, de petite taille. C'est comme ça toute l'année, tout est fichu, même les noix. Elles ont l'air saines, tu les ouvres, il y a un verre dedans, disaient les paysans à la buvette de la gare. Jusqu'à la gare de Xehazmeni, à gauche et à droite, des champs. Les arbres comme des radiographies d'os, du coton blanc dans le brouillard, des campements de tziganes, des agneaux, des laboureurs. Les couleurs, roux, vert, noir, gris, des peupliers comme des arêtes, des champs de maïs, la blancheur du coton sur des tiges noires comme du goudron, la terre grasse dans le dénuement de l'automne. Tombe une petite pluie fine, je pense à toi, dans des paysages français. Ça, c'est le retour de l'élément féminin. Je vois ton profil, les peupliers n'ont parfois plus qu'une seule feuille à leur extrémité. Skidra, 11h05, des wagons de marchandises de couleur rouge, le brouillard racle le dos de la terre, le vert devient triste, des arbres jaunes. Edessa, repas, nous repartons, des jaunes merveilleux, un sol semblable à tous les autres, non pas comme celui-là, l'unique, propre à l'Attique et qui détruit tout ce qu'il y a de médiocre. Un lac, des oiseaux, un lac à la surface agitée et qui devient lassant à mesure qu'on en fait le tour. Maintenant, ce sont des montagnes nues dont les sommets se perdent dans les nuages, les montagnes du pays qui ne meurent pas. Le vent y souffle comme à Scala. Scala, je le rappelle, c'était le nom de ce patelin d'Asie mineure auquel il revient donc avec une constance douloureuse. Merci. Alors la modestie
Gilles Ortlieb qui ne veut pas s'avancer en tant que Gilles Ortlieb, mais là uniquement en porteur de la langue de Séphéris. Quand vous lisez ce texte, on ne peut pas ne pas se souvenir que dans La Nuit de Moyeuvre, le premier récit est un récit aussi de voyageant dans un train. Et non, mais évidemment, de toute façon, dans les deux cas, c'est tout de même votre langue. Hein. Oui, bon, même si vous... C'est ce qui fait ressembler la Lorraine à l'Albanie. Mais voilà, Camille a à la fois un rythme et puis un sujet, une façon aussi de poser le regard. Oui, non, mais oui, je peux qu'acquiescer, je suis d'accord. Bon, mais enfin, il ne faut pas en parler alors. Moi, je conseille tout de même, le livre est là-bas, de lire Cette nuit de Moyeuvre. Et j'aurais presque eu envie d'ailleurs de vous demander, peut-être en point final, mais dans quelques minutes, de nous faire la lecture de ce texte qui donne... Mais il n'y a pas que des paysages de train, il y a aussi des collègues de bureau comme dans Séphéris aussi. Bon. Il y en a, oui. De moins, de niveau diplomatique moins élevé, mais les mêmes intrigues quand même, les mêmes histoires de machines à café et compagnie. Et alors, justement, Séphéris, il peut aussi avoir un regard sur la misère, sur la pauvreté. Oui. Et il est ça, c'est aussi... La formule doit être peut-être employée dans la préface à un moment donné. Il s'entretient avec des princesses, vraiment, dans des salons très chics, où il décrit Churchill quand ils sont dans je ne sais plus trop quelle ville du Moyen-Orient. Mais il peut aussi partager toute sa nuit une banquette de 3e classe avec une dame une juive qui a été chassée de telle ville. Et il n'y a aucune différence d'échelle. Le regard est aussi empathique, c'est pas le terme, mais il y a aucun barrage social. C'est-à-dire, alors qu'il est appelé par ses fonctions à voyager sur tous les barreaux de l'échelle, on a l'impression que tous les barreaux se valent à ses yeux pour peu qu'il y ait ce détail, cette chose qui le rattache, qui l'accroche. Bon, nous allons commencer à prendre du recul. Et je sais pas, Antoine Jacotet, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour approcher d'une conclusion que vous attendez avec impatience le tome 2, alors, hein, peut-être? Ça, bien sûr, mais je crois surtout qu'il faut, c'est un livre dans lequel il faut se plonger, peut-être pas le lire, un journal n'est pas fait pour être lu en continu, mais... Parce que cette dimension d'inattendu, justement... C'est vrai que c'est ce qu'a fait remarquer aussi Eddie Cadour l'autre soir, c'est que pratiquement à chaque page, on a une découverte, et d'ordre très différent, effectivement. Ça peut être un portrait de Ravel dirigeant un concert, comme la rencontre, effectivement, de l'homme qui... à un moment, il dit que c'est peut-être l'homme qu'il a le plus aimé, qui est un violonneux de village dans la Grèce la plus reculée, qui est un paysan qui joue du violon dans les fêtes. Et effectivement, c'est ça qui est tout à fait merveilleux. Mais peut-être quand même juste la question de ce rapport à la musique. Parce que plus jeune, on dirait même que la musique, c'est une chose pour lui qui est inaccessible, et qui est probablement au-delà dans la force de l'expression musicale, qui est au-delà peut-être de la poésie. Il me semble cette vénération qu'il a d'abord pour Bach, puis pour Beethoven, la découverte de la musique française, ça met la musique, il met la musique à un niveau... sans cesser de déclarer qu'il n'y connaît rien. Oui, justement. C'est ça. Quand je dis c'est inaccessible, c'est qu'il rend peut-être parfois ces pages un peu attachantes, parce qu'on peut vous pensez que des lecteurs n'y connaissent pas tellement plus que lui, et donc mais ça c'est quelque chose que j'ai pas creusé. Son rapport, ça mériterait presque. Il y a eu quelques articles sur ce livre, mais personne n'a abordé cette question. Ça mériterait presque un article spécifique sur ce rapport très particulier qu'il avait
Parce que vous disiez tout à l'heure que c'est beaucoup à Londres qu'il a... Oui, alors il y a une raison biographique, comme l'a dit Gilles, c'est-à-dire au moment où il est en séjour à Londres, il est amoureux de cette femme qui a fait des études à la Schola Cantorum à Paris, qui est critique anglaise, et donc il lui rend compte à distance, par lettre, de tous les... Et il fait sa culture musicale, enfin, il va vraiment à pratiquement tous les concerts de musique classique de l'époque et qui ne sont pas rien puisque... Il s'achète un gramophone, il les aide... Schoenberg vient, Ravel, etc. C'est vrai, Stravinsky, il admire beaucoup Stravinsky. Et effectivement, ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'il arrive à rendre compte, comme un critique qui serait un connaisseur, en se forgeant son propre vocabulaire critique. Enfin, il essaye de décrire ce qu'il entend, et c'est toujours très intéressant, effectivement. Voilà. Mais peut-être que la place de la musique, c'est aussi, il faut se souvenir, si on dit que ses maîtres, c'était quand même les héritiers du symbolisme français, Mallarmé, bon, ça explique aussi les choses. Ou la lyre du poète. Mais il s'en détache après, peut-être aussi parce que à Londres, il est au cœur de la vie musicale européenne, comme il l'aurait été peut-être à Vienne. Mais évidemment, quand il est au Moyen-Orient, il n'a plus les mêmes... Les concerts sont moins prestigieux, au moins nombreux. Est-ce qu'il y a avant que nous nous séparions, une question dans le public ? Toujours le moment délicat. Bon, eh bien, nous allons donc regagner le silence de la lecture. Syncopé des journées. Voilà, dans l'intimité du salon de lecture, de la chambre, de Dieu sait quel endroit inattendu, comme ce que nous donne Séphéris à lire. Voilà, merci. Merci. Les deux. Merci à vous. Merci. Et donc je rappelle que Gilles Ortlieb a aussi publié, vous trouverez des livres à côté de ceux de Séphéris, là-bas, près de la sortie. Merci à Antoine Jacotet, merci à vous. Merci. Vous venez d'écouter Antoine Jacotet et Gilles Ortlieb à la librairie Ombre Blanche autour de l'ouvrage Georges Séphéris, Journée 1925-1944, paru aux éditions Le Bruit du Temps. Rencontre enregistrée le 19 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio. Sigo observando mi respiración como entra prisa le tibio y no puedo callar la razón. Como el caracol me voy. Pim 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 pim. Sigo buscando algo en lo que creer. Si lo buscas no lo ves. Si lo encuentro ya se fue. Sigo intentando